Emma de Jane Austen, 1815. Traduction de M. Pierre de Puliga. Chapitre 1er. Emma Woodhouse, belle, intelligente, douée d'un heureux naturel disposant de larges revenus, semblait réunir sur sa tête les meilleurs dons de l'existence. Elle allait atteindre sa 21e année sans qu'une souffrance, même légère, l'eût effleurée. Fille cadette d'un père très affectueux et indulgent, elle s'était trouvée de bonne heure à la suite du mariage de sa sœur aînée, investie du rôle de maîtresse de maison. Encore en bas âge, elle avait perdu sa mère et ne conservait d'elle qu'un souvenir indistinct de lointaines caresses. La place de Madame Woodhouse fut occupée par une gouvernante qui avait entouré l'enfant d'une affection quasi maternelle. Mademoiselle Taylor était restée 16 ans dans la maison de M. Woodhouse, moins en qualité d'institutrice que d'amie. Très attachée aux deux jeunes filles, elle chérissait particulièrement Emma. Avant même que Mademoiselle Taylor eût cessé de tenir officiellement le rôle de gouvernante, la douceur de son caractère lui permettait difficilement d'inspirer quelques contraintes. Cette ombre d'autorité s'était vite évanouie, et les deux femmes vivaient depuis longtemps sur un pied d'égalité. Tout en ayant une grande considération pour le jugement de Mademoiselle Taylor, Emma se reposait exclusivement sur le sien. Les seuls écueils de la situation de la jeune fille étaient précisément l'absence de toute influence et de tout frein, et une prédisposition à avoir une confiance excessive en soi-même. Néanmoins, pour l'instant, elle n'avait aucunement conscience des désavantages qui menaçaient de ternir un jour son bonheur. Le chagrin arriva sous une forme plutôt bénigne. Mademoiselle Taylor se maria. Pour la première fois le jour du mariage de son amie bien-aimée, Emma fut assaillie de pensées tristes de quelque durée. La cérémonie terminée, les invités partis, son père et elle demeurèrent seuls, sans la perspective d'un tiers pour égayer la longue soirée. M. Woodhouse s'assoupit après le dîner, comme d'habitude, et Emma put mesurer l'étendue de son isolement. Elle évoquait ses 16 années d'infatigable affection. Elle pensait avec tendresse à celle qui avait dirigé ses jeux et ses études, apportant autant d'ardeur à l'amuser qu'à l'instruire, et qui l'avait soignée avec un dévouement absolu pendant les diverses maladies de l'enfance. De ce fait, elle avait contracté vis-à-vis de Mademoiselle Taylor une grande dette de reconnaissance. Mais Emma conservait de la période de parfaite confiance qui avait succédé à un souvenir encore plus doux. Elle se demanda comment elle supporterait ce changement. Malgré tous ses avantages personnels et sa situation, elle allait se trouver isolée intellectuellement. Son père, en effet, ne pouvait la suivre sur le terrain d'une conversation sérieuse ou enjouée. La grande disproportion de leur âge, M. Woodhouse ne s'était pas marié jeune, se trouvait augmentée par la suite de la constitution et des habitudes de ce dernier. Dénué d'activité physique et morale, il paraissait plus vieux qu'il ne l'était. Tout le monde l'aimait pour la bonté de son cœur et son aimable caractère, mais en aucun cas il n'avait brillé par son esprit. La sœur d'Emma habitait Londres depuis son mariage, c'est-à-dire en réalité à peu de distance. Elle se trouvait néanmoins hors de sa portée journalière, et bien des longues soirées d'automne devraient être passées solitairement à Hartfield, avant que Noël n'amenât la visite d'Isabelle et de son mari. La petite ville d'Highbury, dont Hartfield, malgré ses communaux, ses bois et son nom dépendaient en réalité, ne pouvait fournir à Emma aucune relation de son bord. Les Woodhouse étaient les gens importants de l'endroit. Emma avait de nombreuses connaissances, car son père était poli avec tout le monde, mais il n'y avait personne qui fût en situation de devenir pour elle une amie. En conséquence, elle appréciait à sa valeur la perte qu'elle venait de faire. Ses pensées étaient tristes, mais elle prit l'air gai dès que son père se réveilla. C'était un homme nerveux, facilement déprimé, très attaché à tous ceux qui l'entouraient. Il détestait toute espèce de changement et nourrissait une aversion particulière pour le mariage, origine et principe de bouleversement dans la famille. Il n'avait pas encore pris son parti de celui de sa fille aînée et continuait à parler d'elle avec un ton d'extrême compassion. Dans le cas présent, son aimable égoïsme
et son incapacité d'imaginer chez les autres des sentiments différents des siens le prédisposaient à juger que mademoiselle Taylor avait agi contre ses propres intérêts aussi bien que contre ceux de ses amis. Il ne doutait pas qu'elle n'eût été plus heureuse en restant à Hartfield. Emma lui souriait et se mit à causer avec animation pour éviter qu'il ne pensât à ces pénibles conjonctures. Néanmoins, quand on servit le thé, il répéta exactement ce qu'il avait dit au dîner. « Pauvre mademoiselle Taylor! Que n'est-elle encore avec nous? Quel malheur que M. Weston ait pensé à elle! » « Il m'est impossible, papa, de partager votre avis. M. Weston est un si aimable, si excellent homme qu'il méritait bien de trouver une femme accomplie. Et vous ne pouviez pas souhaiter que mademoiselle Taylor demeurât avec nous toute sa vie à supporter mes caprices, alors qu'il lui était loisible de posséder une maison à elle. Une maison à elle. Quel avantage voyez-vous? Celle-ci n'est-elle pas 3 fois plus grande? Et vous n'avez jamais de caprices, ma chère. Nous irons les voir très souvent et de leur côté, ils viendront continuellement à Hartfield. Nous ne tarderons pas à leur faire la première visite. Ma chère, comment voulez-vous que j'arrive jusque-là? Randall est à une telle distance, je ne puis marcher si longtemps. Aussi, papa, n'est-il pas question que vous alliez à pied? Nous irons en voiture, naturellement. En voiture? Mais James n'aimera pas atteler pour si peu, et les pauvres chevaux. Que deviendront-ils pendant que nous ferons notre visite? On les mettra dans l'écurie de M. Weston. C'est une affaire entendue. Quant à James, vous pouvez être sûr qu'il sera toujours enchanté d'aller à Randall, où sa fille est femme de chambre. J'appréhende même qu'il ne consente plus désormais à nous conduire ailleurs. C'est vous, papa, qui avez eu la pensée de proposer Anna pour cette bonne place. James vous en est si reconnaissant. Je suis sûr qu'elle deviendra une excellente domestique. C'est une fille polie, de bonne manière. Chaque fois que je la rencontre, elle me tire la révérence et me demande très gracieusement de mes nouvelles. Quand vous l'avez fait venir ici pour travailler, j'ai remarqué qu'elle ouvrait toujours la porte avec précaution et qu'elle prenait soin de la soutenir en la fermant. Ce sera une consolation pour cette pauvre mademoiselle Taylor d'avoir auprès d'elle un visage familier. Chaque fois que James ira voir sa fille, il donnera de nos nouvelles. Emma s'efforça d'entretenir ce courant d'idées plus gai et espéra qu'avec l'aide du jaquet, elle parviendrait à faire franchir heureusement à son père le cap de la soirée. On apporta la table, mais à ce moment un visiteur fut introduit et la rendit inutile. M. Knightley était un homme de 37 ans, le frère aîné du mari d'Isabelle et en même temps un très ancien et intime ami de la famille. Il habitait à une demi-lieue d'Hartfield, où il venait souvent, et où il était toujours le bienvenu. Ce soir-là, il fut particulièrement fêté car il arrivait de Londres et venait de faire une visite à leurs parents communs. C'était une heureuse diversion qui tint M. Woodhouse de bonne humeur pendant quelque temps. Après avoir obtenu tous les renseignements possibles sur la santé de sa fille et de ses petits-enfants, M. Woodhouse ajouta avec reconnaissance: « C'est bien aimable à vous, M. Knightley, d'être sorti à cette heure tardive pour nous faire une visite et d'avoir bravé l'obscurité et le froid. Je puis vous assurer, monsieur, qu'il y a un magnifique clair de lune et le temps est si doux qu'il faut que je m'éloigne de votre grand feu. Mais la route doit être détrempée. Regardez mes bottines, vous voyez, il n'y a pas une tache de boue. C'est étonnant, car ici la pluie n'a cessé de tomber. J'avais même proposé de remettre le mariage. À propos, je ne vous ai pas encore offert mes félicitations. Du reste, je me rends compte du genre de satisfaction que vous devez éprouver. J'espère que tout s'est passé aussi bien que possible. Comment vous êtes-vous comporté? Qui est-ce qui a versé le plus de larmes? Ah, pauvre mademoiselle Taylor, c'est une triste affaire. Dites plutôt pauvre monsieur et mademoiselle Woodhouse. J'ai beaucoup de considération pour vous et pour Emma, mais j'estime l'indépendance le premier des biens. De toute façon, il vaut mieux avoir une seule personne à contenter au lieu de 2. Surtout lorsqu'une de ces personnes est un être aussi capricieux et exigeant, dit Emma d'un ton ironique. Voilà votre pensée de derrière la tête, je le sais. Voilà ce que vous diriez si mon père n'était pas là. En effet, ma chère, dit M. Woodhouse en soupirant, j'ai bien peur d'être parfois très capricieux.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.